parler de Little Big Man, donc un film de 1970, film d'Arthur Penn, qui est aussi basé, lui, d'un roman de Thomas Berger, qui est un peu différent du film, mais en gros, il y a un peu l'esprit. Hein. Donc, comment parler de Little Big Man? Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer d'être bref et d'aller dans le vif du sujet. Donc, en gros, bon, déjà, je vais peut-être faire une petite présentation. Donc, pour moi, bon, Little Big Man, ça s'inscrit plutôt dans le courant, on va dire, des westerns donc des années 70 qui s'apparentent, on va dire, au Nouvel Hollywood. Le Nouvel Hollywood, on va dire que tout le monde sait ce que c'est. C'est une période, on va dire, un peu particulière dans le cinéma américain qui prend comme origine à peu près en le 67, l'année du lauréat, justement avec Dustin Hoffman, et Bonnie and Clyde, le film d'Arthur Penn, et avec Faye Dunaway, justement, qui sont les deux interprètes de Little Big Man. Et donc, ce nouvel Hollywood, comme ça, va s'inscrire sur la durée jusqu'à à peu près... Alors, je ne sais pas si Marc sera d'accord avec moi, mais on va dire, il s'achève à la porte du paradis, en Le 1980. fiasco monumental. Voilà. Et du coup, la porte du paradis que j'ai revu récemment, que je trouve excellent au demeurant. Voilà. Après, au niveau des films des années 70, sur les Indiens, bon, j'en ai noté quelques-uns qui m'ont l'air très intéressants. Bon, forcément, Little Big Man et Le Soldat Bleu sont un peu indissociables puisqu'ils sont sortis un peu la même année, ainsi qu'Un homme nommé Cheval. Euh, Ensuite, en 71, on a Le Convoi sauvage, toujours avec Richard Harris qui jouait forcément le Lord anglais dans Un homme nommé Cheval. On a le film de Michael Winner, Shadow's Land, Les collines de la terreur avec Charles Bronson. Très Euh, bon Bronson d'ailleurs. on a après, en 72, on en parlait tout à l'heure, Fureur Apache de Robert Aldrich, avec Gort Lancaster, mais qui ne joue pas du coup le rôle de l'Indien, au contraire. En 72, on a aussi également Jeremiah Johnson de Sidney Pollack, bon, après, on aura l'occasion d'en reparler certainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en 76 Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman. Le Bison Blanc en 77. Et en 79, j'ai noté un film qui n'est pas très connu, mais que j'aime bien, c'est Les Talons de guerre. Eagle Wings d'Anthony Harvey. Arthur Penn, bon, donc le cinéaste qui a réalisé, donc a adapté le roman qui est sorti en 64, il me semble. Donc a fait, effectivement, on en parlait tout à l'heure, a fait Le Gaucher, donc en 58, avec Paul Newman. Il a fait en 66 avec Marlon Brando La poursuite impitoyable. Moi, je qualifie ça de western. Après, on verra si c'est vraiment le cas. Et en 67, Bonnie and Clyde. Et en 76, The Missouri Breaks, avec Brando encore et Nicholson. Voilà. À peu près. Oui, il a fait d'autres films, hein, mais bon, ce que je retiendrai de lui, en fait. Alors, donc, on avait dit pour le casting Dustin Hoffman, Faye Dunaway, la magnifique Faye Dunaway, et surtout, pour la première fois, on va dire, en tout cas, il me semble, un grand rôle dans un film tenu par un Amérindien qui s'appelle Chief Dan George, voilà, qui a joué notamment aussi dans le film de Eastwood, José Wells hors la loi, en 76. Voilà, Dustin Hoffman, lui, bon, on a parlé, le lauréat, qui est, on va dire, comment dire, le film qui a démarré le nouvel Hollywood, de Mike Nichols. Bon, il a fait Macadam Cowboy, Les Chiens de paille de Peckinpah et Marathon Man. Bon, on a fait d'autres films, hein, mais bon, ce que je retiendrai de lui. Donc le tournage du film, Little Big Man, c'est principalement tourné au Canada, pas loin de Calgary, si vous connaissez, pour les scènes de neige. C'est là qu'ils ont tourné Open Range, oui. Oui, et la rivière se retourne pas loin, si. Et dans Et un autre registre, Superman 3. d'accord, je note. Et sinon, pour les scènes on va dire, où Custer se fait décimer avec le 7e, donc Little Big Horn, il a vraiment tourné sur les lieux au Montana. Voilà, donc pour la petite histoire. Donc ce film, en fait, pour moi, à mon sens, c'est plus une idéalisation plutôt qu'une réhabilitation de l'Indien, ce fier rebelle. Une idéalisation car il joue avec l'histoire
Et il appelle d'ailleurs les Cheyennes s'appellent eux-mêmes les êtres humains. Donc déjà, on voit où il va en venir. Voilà. Donc, ce film raconte quoi? Ce film raconte les mémoires d'un rescapé de Little Big Horn qui a 121 ans. Donc, ce film est vu à travers son témoignage. Alors, réel ou pas, on peut se poser la question, parce qu'on sait qu'il n'y a eu aucun survivant en Little Big Horn. Mais c'est ça, c'est tout l'intérêt de la magie du cinéma. Donc, c'est un peu la manière des films qu'on a déjà, vous avez peut-être forcément vu. C'est des films comme ça qui racontent un peu la mémoire, le passé, comme des films comme, je pense, Amadeus ou Titanic, qui traitent d'une forme de passé historique vu à travers le prisme des survivants. Donc, ça m'a fait penser à ça, voilà. Donc, ce film, forcément, est singulier. Il est basé sur la mémoire qui décrit la fin des guerres indiennes et le mythe de l'Ouest. Donc, c'est un film ouvertement pro-indien, forcément, tu t'en es douté. Ce film marque le genre, surtout donc à travers le personnage principal du film, qui est donc Old Lodgkin, qu'on a traduit par Peau de la vieille cabane dans le roman et Peau de la vieille hutte dans le film. Donc, qui est interprété pour la première fois par un Amérindien, donc on en a parlé, Chief Dan George, que je trouve exceptionnel dans le rôle. Il faudra donc attendre 20 ans pour qu'en 90, le film Danse avec les loups récidive avec des acteurs amérindiens qui parlent en plus la langue lakota pendant quasiment tout le film. Donc on va pas parler de Danse avec les loups, je préfère réserver ça à d'autres camarades comme j'imagine Limpy ou Lasso ou Loco. On verra. Moi, en tout cas, le film m'enchante à chaque vision. À chaque vision, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, moi, je le qualifierais de, comment dire, j'ai une petite, enfin, on va dire une petite aparté par rapport au film de genre qui réhabilite les Indiens, on va dire, je verrais ça plutôt comme, voilà, j'ai catégorisé les films un peu comme Rencontre du troisième type, c'est-à-dire que le type numéro un, c'est donc apparenté au film muet, où en fait, c'est plutôt des films de type anthropologue, où on voit effectivement les Indiens tels qu'ils étaient, donc pas dénaturés en fait. Contrairement au type 2 qui a la confrontation des premiers films parlants des années 30, comme Stagecoach de Ford, où en fait là, les Indiens, c'était vraiment des... Bon, il y avait des figurants, des vrais Indiens qui étaient des figurants, mais sinon, en réalité, c'était bon, les Indiens n'étaient pas forcément mis, enfin, vus sur leur jour, sur leur grand jour. C'était plutôt des rebelles, des ennemis à abattre absolument pour avancer dans la conquête de l'Ouest. Ensuite, on passe au type 3 où en fait on a dans les années 50 un contact, un échange, comme le film dont on a parlé tout à l'heure, La Flèche brisée, La Porte du Diable. Et enfin, le type numéro 4 que j'appellerais plus un enlèvement et donc une assimilation. Voilà, un peu comme le film finalement de Little Big Man, où en fait ce film traduit le récit initiatique aussi de la transmission d'un orphelin, puisque ses parents ont été tués par des poneys dans le film et les mêmes Cheyennes dans le roman. C'est pour ça que je parle d'idéalisation. Et de son grand-père adoptif, Peau de la vieille hutte, voilà, où en fait, à chaque fois qu'il rencontre son fils, mon cœur s'envole comme un faucon. Donc, tout de suite, on est dans le bain. C'est vraiment l'Indien qui a incarné. On voit le film, on sent les Indiens, ils mangent, ils rient, ils s'accouplent, ils vivent littéralement sous nos yeux. Et ce film est quand même intéressant dans le sens où il y a quand même des traits de comédie, de l'ironie, une certaine distance. Donc, par exemple, au début du film, quand donc le héros ou l'anti-héros arrive arrive dans le camp là, des Cheyennes, à la vue du camp indien, il dit « Je vois bien les ordures, mais où est le camp ?» Donc, il y a des petites choses comme ça qui c'est vachement. Voilà. Donc, en fait, donc, le film commence par le journaliste qui recueille son témoignage. Il le prend pour un tueur d'Indiens, naturellement. Il y a 111 ans, lui, il avait 10 ans quand sa famille s'est fait massacrer par les poneys. Donc, il a perdu ses parents, il est adopté par les Cheyennes. Et son nom, on lui donne un nom. C'est donc par rapport à sa taille, mais par rapport à son grand cœur, on l'appelle Little Big Man. Voilà. Sachant que Little Big Man a réellement existé, parce que c'était vraiment un Indien. Mais bon,
toute façon, c'est juste pour la petite histoire. Référence, donc, dans le film, à un moment donné, il y a une scène où on voit effectivement un massacre, parce que dans ce film-là, effectivement, c'est fait référence à la Washita, ou on va dire la bataille, et non un massacre, selon certains. Mais il fait aussi référence à Sand Creek, il me semble. À un moment donné, on voit un massacre de femmes et d'enfants, où en fait, Dustin Hoffman joue le rôle de Jack Crabb, donc Little Big Man, demande à son grand-père adoptif, s'interroge sur ce qu'il voit, et son grand-père lui dit, mais donc les Blancs, les Wasichu, sont bizarres et étranges. Ils ne savent pas où est le centre de la Terre. Donc, en gros, de suite, on se dit, bon, ça préfigure rien de bon. On voit bien que là, du coup, le personnage va être ballotté dans un sens et dans l'autre, et il ne saura jamais où il ne pourra jamais choisir son camp, un peu à l'instar de films comme La Flèche brisée ou Le Jugement des flèches de Samuel Fuller. Voilà, donc en fait, Arthur Penn reste vraiment un portrait peu reluisant des Blancs, qui juge hypocrite. Je fais référence au révérend qui ne pense qu'à manger, et à sa femme qui est jouée par la divine Faye Dunaway, qui est donc un peu une femme lubrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin en tout cas Marc, c'est la fameuse scène du bain, où en fait, qui est pour moi un grand moment d'anthologie, où elle lui inculque la Bible en le lavant. Je pense aussi au colporteur, Meriwether, le grand menteur devant l'Éternel, en jouant, trichant, et qui tombe petit à petit en morceaux. Donc voilà, il y a des traits de figure comme ça qui sont intéressants. Wild Billy Cock aussi, à un moment donné, on voit, il va rencontrer comme ça des grandes figures de l'Ouest qu'on voit plus dans le roman, mais moins dans le film, parce que c'était pas forcément le propos. Voilà. Donc c'est quand même, le film traite quand même surtout avant tout d'une quête d'identité, un peu comme sa sœur, puisque bon, sa sœur, on la retrouve, mais finalement elle est plus masculine que féminine. Et lui, finalement, il se retrouve ballotté entre deux cultures, entre deux mondes, deux visions différentes, principalement des visions où en fait la religion pour les Blancs, c'est plus un paradis perdu ailleurs, alors que les Indiens, c'était plus une vision panthéiste, où en fait tout est dans tout, quoi. Donc la quête d'identité, hein, forcément, les deux cultures différentes, les religions sont différentes aussi, donc forcément ça va être très compliqué pour lui. Et donc je pense surtout notamment au songe prophétique de Hall Lodge Skin, qui font référence forcément, on aurait compris, aux visions de Sitting Bull. Donc le choc des deux mondes, où l'on croit que tout est vivant. Donc les Indiens pensent que les animaux, la terre et l'eau sont vivants, alors que le blanc, lui, à contrario, pense que tout est mort, la pierre, la terre, les animaux, et même les gens, car ils détruisent tout ce qui peut vivre. Voilà en fait le genre de transmission qu'on peut avoir en écoutant Peau de la vieille hutte. Donc l'épisode de la Washita, on arrive à cet épisode sanglant qui se passe dans la neige, où en fait la neige va être rouge de sang en 1868. Donc le 7e de cavalerie va charger comme ça au petit matin un camp de Cheyenne. Alors c'était de bol pour Black Kettle, il lui est arrivé la même chose 4 ans avant à Sand Creek, mais là il va pas y échapper. Donc pour le film, effectivement, c'est différent. L'épisode Washita, donc on considère que c'est une terre de nation indienne qui a été cédée par les Blancs. Donc là, pour le coup, on pouvait s'imaginer que c'était pas possible. D'ailleurs, c'est traduit dans le film avec ce fameux aphorisme: tant que l'herbe poussera, le vent soufflera et le ciel sera bleu. Et ben, ce qui est pour moi une des grandes forces du film, c'est que Penn utilise le contrepoint en alliant l'humour et la tragédie. Et là, on en a un exemple parfait, on a juste avant le massacre, on a le dialogue entre ours et montagne, Yogging Bear en anglais, qui joue le contraire, parce que donc effectivement, ils ont tous des identités assez marquées, hein, comme le Imane qui est donc l'homosexuel indien, et donc son collègue qui joue le contraire, parce que il ne supporte pas
qu'on lui fasse des affronts, donc il pète un boulard et il devient un contraire. Alors, apparemment, chez les Indiens, c'était le cas. Il y avait ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément un film aussi, comment dire, aussi bizarre qu'on peut le dire. Donc, le dialogue, moi, m'a fait rire, c'est le dialogue donc juste avant le carnage. C'est je suis devenu un homme important dans le village. J'ai une femme. Donc, la femme, c'est Olga, la suédoise. C'est l'ex-femme de Jacques Crabbe. Donc, on parlait tout à l'heure un Indien avec une blanche. Bon, là, c'est le cas. Donc, il a fallu attendre 70 pour pouvoir voir ce genre de choses. Et c'est pourtant pas une femme aux manettes. Et il a donc une femme et 4 chevaux. La réponse de Jacques Crabbe, j'ai un cheval et 4 femmes. 4 femmes, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez cette fameuse scène qui précède le carnage qui va arriver, c'est la fameuse scène dans le tipi où en fait Rayon de Soleil, qui est donc la femme de Jacques Crabbe, propose à son mari d'enfanter ses 3 sœurs. Les 3 sœurs, c'est Élan Jaune, Maïs et Ours qui fouille, donc forcément ça prête à sourire, et donc cette scène est intéressante parce qu'elle laisse apparaître effectivement une question qui est importante, mais qui n'est pas forcément mise en avant, c'est la question du métissage et donc de l'assimilation. Donc vraiment une problématique du choix dans les films qu'on a cités récemment, quoi, puisque qu'est-ce qu'on fait? On n'est jamais là où on est. On n'est jamais bien là où on est, quoi, en gros. Donc voilà, donc là on arrive vraiment dans le vif du sujet où en fait on s'aperçoit qu'il y a des jours où l'herbe ne pousse pas, le vent ne souffle pas et le ciel n'est pas bleu, car arrive la charge du 7e de Custer avec au son de son fameux Gary Owen. C'est vraiment une scène qui est terrible, donc une scène de massacre qui fait écho forcément aux soldats bleus, qui lui faisait référence à Sand Creek. Et donc, on peut faire des allégories avec la guerre du Vietnam, puisque effectivement, ces années-là, on était en pleine guerre du Vietnam, vers la fin, mais on y était encore. Donc voilà. Donc, héros ou anti-héros, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours passif, contrairement un peu au roman, et il est toujours là. Moi, j'ai noté qu'il était toujours du mauvais côté, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où il est indien, il lui arrive le massacre de la Washita, et quand il est scout auprès de Custer, il arrive le massacre de Little Big Horn. Donc, le loser dans toute sa splendeur. Donc, ce que j'ai noté aussi d'intéressant dans le film d'Arthur Penn, c'est que à chaque retour chez les Blancs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il revient chez les Blancs, le monde évolue et change autour de lui. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, Wild Billy Cock se fait tuer au cours d'une partie de poker. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse Dead Man's End. En quoi ça consiste? On connaît la paire d'As et de 8. Mais pique ou trèfle, du coup? Ah, ça, je ne sais pas. Donc, il y a aussi Faye Dunaway qui, a priori, devient veuve. Donc, elle travaille dans une maison close dorénavant. Donc c'est une scène moi qui fait écho forcément à la scène du lauréat avec Madame Robinson. Voilà. Ensuite il y a le colporteur à qui il manque une jambe après avoir perdu sa main et son œil. Enfin bon, c'est une horreur. Et Buffalo Bill qui apparaît comme ça succinctement dans le cadre là en tueur de bison. Voilà. Donc ça, pour moi, ça fait écho, ça vient s'initier un certain déclin de la civilisation. Voilà. Je voudrais terminer quand même par Chief Dan George, parce qu'on est vraiment dans le sujet, où en fait, j'ai relevé quand même une scène qui est très émouvante à la fin, où une sorte d'oraison funèbre, où il s'en va comme ça dans la montagne avec son fils pour mourir. Donc, c'est vraiment une scène très émouvante, moi, qui m'a fait écho, donc forcément, au génocide indien, parce que c'est tout le thème du film pour moi. Donc, avance et viens te battre, c'est un beau jour pour mourir. Merci d'avoir fait de moi un être humain. Merci de m'avoir aidé à devenir un guerrier. Merci pour mes victoires et pour mes défaites. Merci pour ma vue et la cécité qui m'a fait voir plus loin. Tu fais toutes ces choses et les diriges dans leur chemin, noble père. À présent, tu as décidé que les êtres humains prendraient bientôt un chemin qui ne conduit nulle part. Je vais mourir maintenant, sauf si la mort veut lutter, et je te demande pour la dernière fois de m'accorder mon ancien pouvoir de commander aux événements
prends soin de mon fils, veille à ce qu'il ne devienne pas fou. Alors je voudrais pas trahir la fin parce que je pense que Thibaut l'a pas vu, mais j'imagine que comme tu peux le deviner, la mort ne viendra pas. Son grand-père adoptif l'emmène en haut de la montagne, parce que lui, il a l'âge de mourir, il pense qu'il va partir, tu vois, qu'il peut commander aux événements. Mais en fait, la magie, parfois, ne fonctionne pas. Et donc, en fait, la mort ne vient pas comme celle, effectivement, de son fils adoptif, Jacques Crabbe, qui a atteint l'âge honorable de 121 ans. On imagine qu'il y a une raison pour ça, et moi, je pense que c'est pour assurer la transmission à son tour, en regard au journaliste à qui raconte son histoire. Le fait que le personnage de Crabbe soit très vieux, qu'il ait 120 ans, je sais pas si tu as fait le rapprochement, mais la version de Gore Verbinski du Lone Ranger avec Johnny Depp présente un Tonto ultra vieux au début du film aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, bon, c'est vrai que l'acteur Dustin Hoffman, bon, il joue le vieillard. Il a été maquillé pour la petite anecdote par Dick Smith, donc le maquilleur qui a fait notamment L'Exorciste, le film. Donc il est vraiment, et en plus, je crois, pour la petite anecdote, pour qu'il ait une voix un peu comme ça de vieillard, il a crié pendant 1 heure avant la scène. Voilà. Donc voilà toute l'histoire des êtres humains à qui on avait promis des terres où ils pourraient vivre en paix, qui seraient à eux tant que l'herbe y pousserait, tant que le vent soufflerait et que le ciel serait bleu. Donc pour moi, c'est vraiment un film marquant qui relate donc entre autres le massacre de la Washita par le 7e de cavalerie sous les ordres de Custer et la vengeance des Sioux et Cheyennes à Little Big Horn. Donc à voir absolument. Et pour aller plus loin, je vous conseille également l'ouvrage de James Welch, mais je pense que vous avez dû le lire, C'est un beau jour pour mourir. Voilà ce que je peux vous dire sur ce film, que je trouve magnifique à chaque vision. Alors il existe dans un coffret Blu-ray magnifique, avec une restauration sublime. Je te conseille ce coffret. Oui, le gros livre-disque sorti par Carlotta, je crois, non? Tout à fait. Moi, je voudrais dire que tu as fort bien parlé du film. Je suis d'accord avec 99,9% de ce que tu as dit. Tu as dit l'essentiel. Je voudrais revenir rapidement sur 2 choses. Quand tu as donné la liste des westerns tout à l'heure, des années 70 notamment, il y en a un, tu n'en as pas parlé, mais c'est pas étonnant parce que c'est un film qui est presque aussi obscur de End of the Trail. C'est un film alors, de mémoire qui s'appelle Candy's Law, la loi de Candy. C'est un film canadien, je pense, avec Donald Sutherland. Il faudrait vérifier. Hein. Et bon, ça se passe au Canada. C'est la police montée qui poursuit un Indien, la vengeance d'un homme de la police montée qui poursuit un Indien. C'est remarquable. Moi, j'aime beaucoup ce film. Le metteur en scène, je crois qu'il a un nom français. Je me demande s'il ne s'appelle pas Fournier. Alors, il faudra vérifier tout ça. Mais en tout cas, le film Candy's Law est très très bien. C'est un film important de ces années-là, mais il est très peu connu. On en a peut-être parlé sur le site. Hein. Il me semble que j'en ai dit 2 mots il y a longtemps sur le site. Donc voilà, on peut ajouter celui-ci à la liste. Quant à Little Big Man, donc bon, effectivement, tu en as très bien parlé, tu as dit l'essentiel, tout ce qui était important. Moi, j'ai une réserve. C'est pour ça que j'ai dit 99,9%. J'ai une petite réserve par rapport au film qui est pas importante, mais moi, ça m'a quand même un peu, pas gêné, mais ça, je l'ai noté. C'est que, comme tu l'as dit, il y a un côté parfois humoristique, ironique, je dirais même satirique. Et ça m'a un peu gêné parce que je trouve que parfois le film perdait un peu de force avec l'accentuation de cet aspect-là. Par exemple, si tu te souviens du personnage du général Custer, je trouve qu'il est quand même très caricatural, extrêmement caricatural. C'est un guignol un peu hystérique en fait. Hein. Il est ridicule et je pense que, alors d'abord, je pense pas que ce soit la réalité. Bon, c'est un film, mais je pense que Custer, il n'était pas comme ça, sans voir les bouquins historiques de David Cornu ou d'autres. Je pense que Custer n'était pas comme ça. Mais surtout, je pense que ça atténue l'impact du film. Si on avait montré un militaire un peu froid, déterminé, etc., je pense que ça aurait eu plus d'impact, ça aurait renforcé cet aspect assez épouvantable du rôle de l'armée. Et là,
cet aspect comique, ça désamorce un peu l'effet. Enfin bon, c'est mon sentiment personnel. Hein, on peut ne pas être d'accord avec ça, je le comprendrais très bien. Mais moi, clairement, ça m'a un peu gêné. Sinon, le film est absolument remarquable. La dernière séquence, c'est celle du chef qui reçoit la pluie et qui dit ben non, c'est pas aujourd'hui que je vais mourir. C'est magnifique. Et il y a des tas de scènes qui sont réussies. Hoffman, c'est le personnage parce que c'est pas du tout un héros, c'est un type qui court tout le temps, qui est fragile, qui est perdu, qui est égaré, et c'est ce qui donne une grande partie de sa force au film. C'est un personnage perdu, c'est pas du tout un héros de western. Et c'est un très très grand film. Pour moi, c'est le meilleur film de Penn, et de loin. Non, tout à fait. Non, mais j'en ai pas, je sais pas si tu te rappelles, mais j'en ai volontairement pas beaucoup parlé de Custer, parce que c'est un peu, effectivement, un peu caricatural, forcément. C'est quand même le seul blanc où, qu'en fait, il est le même du début à la fin, quasiment. Il ne change pas. Il y a une scène que je trouve remarquable, c'est quand Dustin Hoffman veut le tuer, puisqu'il a tué sa femme et son fils. Il vient le tuer dans sa tente, et en fait, il n'a pas le courage de son acte. Et Custer lui dit, le laisse partir, en fait. Je trouve que cette scène est très belle. Et deuxième chose, après, effectivement, les scènes satiriques, le décalage, l'ironie qu'il y a du film, ça peut aussi s'expliquer, à mon sens, du fait que c'est un récit d'un vieillard, il a peut-être plus toute sa tête, ou peut-être qu'il ment, tout simplement, et tout ce qu'il raconte n'est peut-être pas la réalité. C'est comme ça qu'il faut le prendre, à mon avis. Je pense. Oui. Mais ça n'enlève rien à l'authenticité du film, où effectivement, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais vraiment l'impression de vivre avec des Indiens. Tout à fait, c'est partagé. Ce film, il fait quoi, 2h20, je crois, mais on ne les voit pas passer. Il n'y a pas de longueur. Moi, j'ai cru comprendre que ce film ne faisait pas l'unanimité sur le forum. Je peux comprendre les réticences de certains, mais je trouve que ce film-là apporte, en tout cas, moi, ce que je voulais y mettre. Je crois qu'il a fait l'objet d'un western décrypté, ce qu'on faisait il y a quelques années, et je pense qu'il a beaucoup d'avis favorables. Je dirais une quasi-totalité d'avis favorables. Ce dont je me souviens, c'est que oui, la plupart des gens qui en ont parlé l'ont apprécié, l'ont aimé à tel point que j'ai pas fait ce que j'ai fait ce soir, que j'ai mis le petit grain de critique que j'ai mis ce soir. Mais j'ai pas osé parce que s'il y avait une telle unanimité que je m'en suis pas mêlé. Mais bon, c'est quand même un film qui est très très apprécié. Très, très... Après, c'est vrai que pour revenir à Custer, je pense que si on veut se rapprocher, on va dire, de la réalité, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est le Son of the Morning Star. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus du personnage. Oui, et de la bataille de Little Big Horn. Hein. Je pense que d'après les récits, parce que tu sais qu'ils sont revenus à Little Big Horn, ils ont retrouvé les douilles des fusils de l'armée, les traces, etc., bien des années plus tard. Et en fait, ils ont reconstitué la bataille, qui n'est pas le fameux dernier carré, comme on voit dans la plupart des films, l'image du final, mais c'est tel qu'on l'a vu dans Son of the Morning Star, où c'était la débandade, et les soldats ont été rattrapés par petits groupes, par les Sioux, par les Indiens qui les ont exterminés progressivement. Hein. C'est toujours pareil, hein, il y a une image, il y a le western, il y a la réalité de l'autre. Mais c'est quand même le personnage de Custer dans Son of the Morning Star, il paraît plus cohérent en tout cas. Je sais pas, c'est toujours difficile de savoir comment les gens étaient, mais il a une plus grande cohérence, je pense. Oui. Par contre, je trouve à l'inverse Wild Billy Cop très très bien fait. Oui, probablement, parce qu'il a le côté un peu décalé d'un personnage qui est aussi sur un piédestal, et oui, on voit qu'il a un problème, quoi. Et ça, c'est bien fait. Ouais. Et ouais, il est toujours constamment en train de se mettre dos aux gens. Donc, oui, face à la porte. Voilà, face à la porte, etc. Et donc, il est vraiment parano, au moins de bruit, il se lève. Ouais. Et je trouve que cette scène est vraiment très réussie aussi. Mais il y a un côté ironique qui est mieux trouvé que pour Custer à ce moment-là. Je pense, oui. Après, bon, je pense aussi par rapport au sujet du film,
Après, effectivement, je pense que c'est pour être raccord. Je vois pas trop comment comment il aurait pu, d'un point de vue scénario, montrer un Custer plus humain. Parce que là, moi, ce qui m'intéresse dans le personnage que nous dépeint Penn à travers Custer, c'est le fait qu'il brille la place de Grant. Tout à fait. Non, mais moi, je le voyais pas plus humain, je le voyais plus dangereux, plus calculateur. Voilà, là, bon, on voit qu'il le montre d'une façon, encore une fois, un peu hystérique, un peu décalée, alors que je pense que c'était, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que ça devait être quand même quelqu'un de très ambitieux, de très calculateur, qui planifiait sa carrière, qui planifiait beaucoup de choses. Et porté par sa femme aussi. Hein. Voilà, porté par sa femme. C'était un stratège, donc c'est normal. Oui. Libby, elle s'appelait, et en fait, elle a vécu très longtemps, d'après ce que j'ai lu. Et effectivement, s'il avait montré un Custer un peu plus sournois, ça aurait été bien aussi, mais surtout pas sympathique, hein, non, bien sûr. Et une bonne version de Custer, je trouve, c'est Custer, l'homme de l'Ouest, avec Robert Shaw. J'ai bien aimé personnellement. Moi, personnellement, je l'aime pas beaucoup. Je trouve qu'elle elle est assez positive, mais c'est lourd. Custer, pourtant, c'est un grand metteur en scène, Robert Siodmak, mais là, la démonstration est lourde, elle est pesante. Bon, Robert Shaw était peut-être pas l'acteur idéal pour incarner Custer, peut-être. Oui, peut-être bien, ouais. Son of the Morning Star, je sais pas si tu l'as vu, Thibaut. Comment me dire, le titre français, c'est quoi? Fils de l'étoile du matin. C'est un téléfilm en 2 parties. C'est vrai que ça, c'est très fidèle à la réalité historique. Enfin, on l'imagine. Parce qu'on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme on dit. Donc, j'ai un téléfilm Custer en DVD Sidonis qui est sorti dans une vague récente, où il y a 1 ou 2 ans, et je ne sais pas si c'est lui. Non, c'est pas ça. Je pense pas. Non, pas du tout. Non. Non, c'est le film de David Lowell Rich qui est comment dirais-je, une présentation très très positive de Custer qui est très cinématographique. Non, c'est loin du film Le Fils de l'étoile du matin qui a vraiment quelque chose d'authentique.